Le premier point qui est écrit au-dessus, là, c'est une approche dichotomique de l'économie. Je l'ai expliqué en long et en large en travers pour les groupes précédents, mais je vais quand même me répéter. C'est une idée simple qui part d'une conviction chez les classiques. Je parle bien des classiques. Ça veut dire les néoclassiques sont partis de principes construits par les classiques. Ils en ont rejeté certains et adopté d'autres. Vous vous rappelez, par exemple, la théorie de la valeur travail, ils l'ont rejeté. Mais ils ont gardé des principes. Il y a un principe qui vient de chez Jean-Baptiste Say, S-A-Y. C'est un économiste français très célèbre, classique, de l'époque des classiques. Il a la conviction que pour comprendre ce qui se passe en économie, comment fonctionne l'économie, il faut écarter la monnaie du raisonnement. La monnaie ne fait que compliquer, il nous empêche même de comprendre les véritables relations entre les variables, le fonctionnement des marchés et le fonctionnement de l'économie. Ça nous paraît un peu étonnante, cette idée. Mais j'ai expliqué à vos camarades que, par exemple, quand vous avez une augmentation de salaire, vous n'êtes pas nécessairement content. Il faut que vous vérifiez en même temps quelle est l'augmentation de l'inflation. Si vous ne raisonnez pas en tenant compte de l'augmentation des prix, vous êtes, et j'utilise l'expression des néoclassiques, vous êtes sujet à illusion monétaire. Retenez bien le terme, illusion monétaire. D'accord? Si vous dites, ah, il m'a augmenté de mon salaire de 20%, je suis content. On dit que vous êtes sujet à illusion monétaire. Parce que vous devrez dire, il m'a augmenté de 20%, quelle est l'augmentation d'inflation cette année-là? 10%, donc mon augmentation réelle n'est que de 10%. Il faut donc raisonner en termes de réel. En termes réels. Que veut dire raisonner en termes réels? Ça veut dire écarter l'effet de la monnaie, écarter l'effet des prix, l'effet de l'inflation. Ça, c'est le premier principe. Enfin, ce n'est pas un principe, c'est une approche. L'approche, je vais la détailler un peu plus. Vous la verrez encore dans les vidéos. C'est qu'on considère que l'économie, elle est divisée en deux sphères. Ce n'est pas des sphères physiquement. Il faut la penser séparément. Une partie où on raisonne qu'en réel, il n'y a pas de monnaie. Les biens s'échangent contre les biens. La monnaie n'est qu'un véhicule ou peut-être n'est même pas là. On appelle ça la sphère réelle de l'économie. Elle n'existe pas, mais dans notre tête, il faut penser sans monnaie. Parce que la monnaie brouille les raisonnements, d'après eux. Et après, vous avez une sphère monétaire dans laquelle il y a des prix monétaires. Et dans la sphère réelle, il y a des prix relatifs, par contre.
un bien par rapport à notre bien, comment il vaut, combien il vaut. Une maison vaut 20 fois 20 ou 30 voitures. Une table vaut 4 ou 5 ou 6 chaises. Je ne veux pas savoir, elle vaut 100 euros ou 200 euros. Ça ne m'aide pas beaucoup. C'est exactement la même chose qui fait que quand mon patron me donne un salaire, je dis, aussi je vais dans un pays que je ne connais pas et on m'offre un salaire. Il ne faut pas que je dise, ah ouais, si je compte les salaires en yens, c'est ça l'argent japonais, comment il s'appelle? C'est des kilométriques, hein? Des chiffres kilométriques. Donc, il faut que tu dises comment tu fais pour savoir si ton salaire en yens est bon ou pas. Ben, tu dis quel est le loyer en yens, quel est le coût de la vie en yens, n'est-ce pas? Comme ça que tu dis si le salaire est correct ou pas. Donc, tu es en train de raisonner en réel. Et c'est ce que nous invitent à faire les classiques, surtout Jean-Baptiste C. Il faut raisonner en réel, comparer les choses par rapport à elles-mêmes, les uns contre les autres, pas par rapport à la monnaie. Ce raisonnement-là, on dit que c'est un raisonnement réel, dans la sphère réelle, et il permet d'obtenir des prix relatifs. Des prix relatifs, c'est-à-dire bien contre bien, comme si les biens s'échangeaient que contre les biens, pas à travers la monnaie. Et après, on introduit la monnaie dans la sphère monétaire pour déterminer les prix monétaires des biens, qu'on appelle des prix monétaires, des prix nominaux, des prix en valeur, n'est-ce pas? Beaucoup de noms pour la même chose. Donc, on a les deux sphères par cette approche de la dichotomie, séparation des deux. Mais il y a un principe de neutralité. Qu'est-ce qu'il dit le principe de neutralité? Il dit que si vous avez raisonné sans la monnaie dans la sphère réelle et vous avez obtenu des équilibres, des prix relatifs, des quantités produites, échangées, vendues, etc. Ça s'appelle l'équilibre réel de la sphère réelle. Quand vous introduisez la monnaie dans la sphère monétaire, vous obtiendrez les prix monétaires, c'est-à-dire l'expression monétaire de ces prix relatifs de la sphère réelle. Et ça ne les change pas. Ça ne les perturbe pas. L'introduction de la monnaie ne perturbe pas les équilibres réels. Elle ne fait que les exprimer en monnaie. Cette idée que ça veut dire que ça va encore plus loin. Si on double la monnaie dans la sphère monétaire, ça double les prix nominaux dans la sphère monétaire. Mais ça ne change pas les prix relatifs de la table par rapport à la chaise ou de la maison par rapport à la voiture. Les prix relatifs de la sphère réelle ne sont pas perturbés par les variations des quantités de monnaie dans la sphère monétaire. Ce principe-là s'appelle le principe de la neutralité de la monnaie. La monnaie est neutre vis-à-vis de la sphère réelle, c'est-à-dire vis-à-vis du fonctionnement de l'économie. La monnaie est inactive sur la monnaie. Elle n'a pas d'effet. C'est ça l'approche dichotomique et le principe de la neutralité de la monnaie. Et tout ça, je l'ai expliqué de manière un peu plus longue que ce que je viens de faire avec vous là. Mais vous comprenez que si on a deux sphères qui sont dichotomiques, c'est-à-dire séparées, étanches, les classiques et les néoclassiques avec eux, donc les néoclassiques dans leur modèle macroéconomique, ils considèrent que chaque sphère est régie par une loi séparée. La loi qui régit la sphère réelle s'appelle la loi des débouchés de Jean-Baptiste C.
Son nom, c'est écrit devant vous, SAY. Et la loi qui régit la sphère monétaire, elle s'appelle la théorie quantitative de la monnaie, TQM. Donc, tout ça, vous le verrez expliqué dans les vidéos précédentes. Et je vais essayer de me rappeler qu'est-ce que j'avais envie de faire avec vous. Je ne me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. Alors, ce n'est pas un trou, c'est un gouffre de mémoire. Oui, c'est... Bon, OK. Alors, je vais développer un peu ces deux lois. La première, la loi de Jean-Baptiste C. Et la deuxième, la théorie quantitative de la monnaie. Rapidement, parce que je l'ai déjà fait dans les autres vidéos. Et ensuite, si on a le temps, on présentera le premier modèle des néoclassiques dans sa version, il a plusieurs versions.
Alors, prenons la première loi, la loi de Jean-Baptiste Say. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Je vais égrener les deux lois. Jean-Baptiste Say, qui régit la sphère réelle. TQM, théorie quantitative de la monnaie, qui régit la sphère monétaire. On va développer un peu plus ce que dit chacune, d'accord? Attention, là, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans, vous le trouverez tel que je vais le dire dans les livres de macro. D'accord? Contrairement aux autres sujets que je traite, si vous prenez le circuit, vous ne trouverez pas tout ce que j'ai dit dans les livres. Le cycle, pareil. Vous le trouverez, mais dans des livres éparpillés qui ne sont pas des livres de cours. Là, je vais parler de ce qui se dit dans les livres de macroéconomie. La loi de Jean-Baptiste Say, c'est une loi qui décrit ce qui se passe dans la sphère réelle de l'économie. En fait, comment se font les échanges? Comment se font les productions, les achats et les ventes, les offres et les demandes dans l'économie globale réelle en écartant la monnaie? La loi de Jean-Baptiste Say, elle se dit en une phrase. Toute offre crée sa propre demande. Voilà ce que dit la loi de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que ça veut dire, loi de débouché? Ça veut dire que si vous produisez quelque chose, n'ayez pas peur pour son débouché. Qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, il ne peut pas y avoir de crise on dit crise de demande ou crise de demande. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir une demande faible trop longtemps ou durablement. Il ne peut pas y avoir non plus un excès d'offres. Il n'y a ni, comment on dit le contraire de l'excès, insuffisance de demande, ni excès d'offres. Il peut y avoir, mais ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps. Ça peut arriver, mais ça se corrige, ça ne reste pas longtemps. Pourquoi ça se corrige et ça ne dure pas longtemps, ce type de problème en économie d'après les classiques? Oui? Tu es en train de paraphraser. Moi, je ne veux pas paraphraser. Je veux juste savoir pourquoi, lorsqu'il y a trop d'offres, ça finira par augmenter la demande. Oui? Et voilà. La raison, c'est que les prix sont flexibles, ils vont baisser. S'il y a trop d'offres par rapport à la demande, les prix vont baisser. Et ça va augmenter la demande. Regardez bien. Vous avez compris l'idée? Est-ce que vous avez compris l'idée? Qui ne l'a pas comprise? Très bien. Mais ce n'est pas ça, l'idée de Jean-Baptiste Say. Ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que quand vous dites il y a un excès d'offres, là, vous êtes en train de parler micro ou macro? Eh bien, micro. Donc, s'il y a un excès d'offres sur un marché, des patates, des voitures, de ceci ou de cela, on est en train de parler micro. Un marché qui s'équilibre par les prix,
par la grâce de la loi de l'offre et de la demande. Celle-là. Vous l'avez vu peut-être au lycée, celle-là? Ok. Donc, ça, c'est un marché. Doucement. C'est un marché, ça. Ça, c'est un marché. Ce n'est pas l'économie. D'accord? Ce n'est pas l'économie. Ce n'est pas la macro. Ce n'est pas la macroéconomie. Vous êtes d'accord? Donc, expliquer la macro par la loi de l'offre et de la demande, ce n'est pas encore pas comme ça. Donc, ça, c'est un raisonnement microéconomique. Par contre, si on dit non pas l'offre, mais l'offre globale, non pas la demande, mais la demande globale de l'économie, et non pas le prix, mais le niveau général des prix. D'accord? D'accord? Ça devient autre chose, ça devient de la macroéconomie. Donc, ce n'est pas ça l'explication par les prix. Parce que n'oubliez pas que dans la sphère réelle, il n'y a pas de prix, il n'y a que des prix relatifs. D'accord? L'explication de Jean-Baptiste C., elle est ailleurs. Il dit que toute offre crée sa propre demande. Il ne dit pas que les marchés s'équilibrent par la loi de l'offre et de la demande. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit toute offre crée sa propre demande. Ça, c'est un raisonnement macroéconomique. Pourquoi? Parce qu'il considère que si un producteur fabrique quelque chose, il crée par son processus de fabrication les conditions pour acheter ce qu'il vient ou ce qu'il a produit. Est-ce que vous pouvez voir pourquoi, d'après Jean-Baptiste C., le fait de lancer une production d'un produit avant même que le processus de ce produit ne soit terminé? Parce qu'un produit, il prend un cycle, n'est-ce pas? Le cycle d'un produit, c'est quoi? Le cycle du blé, par exemple. C'est pas, tu ne décides pas, comme le boulanger, acheter les ingrédients, pétrir le soir et vendre le pain le matin. Ce n'est pas comme ça. Le cycle du pain, il est très court, c'est une nuit ou 24 heures. Le cycle d'autres produits, ça peut être des mois et des mois, n'est-ce pas? Mais il dit que dans le cycle des produits, quand vous commencez à engager des dépenses, vous êtes en train de dépenser de l'argent qui va être reçu par des gens qui vont avoir une augmentation de leurs revenus. Même s'ils n'achètent pas le bien que tu as produit, ils achèteront d'autres biens qui gonfleront d'autres revenus qui viendront acheter ton produit. Comprenez? Qui n'a pas compris cette idée? Elle vous rappelle quoi, cette idée? Elle renvoie à quoi, cette idée? Je vais le dire dans d'autres termes et vous êtes obligé de me dire qu'est-ce qu'ils évoquent pour vous.
J'ai dit que pour Jean-Baptiste C, l'offre crée sa propre demande, ce n'est pas dans le raisonnement micro de la loi de l'offre et de la demande. Ce n'est pas ça. C'est dans l'idée que quand on se lance dans la production d'un bien, avant de vendre le bien, on dépense d'abord des choses pour acheter beaucoup de choses pour faire ce bien. On fait des dépenses et ces dépenses vont être des revenus pour d'autres qui vont faire des dépenses eux-mêmes, qui seront des revenus pour d'autres. Et puis, ça tourne jusqu'à venir acheter le bien qu'on a décidé de produire. Qu'est-ce que ça évoque, ça? Oui? Non. Quand on dit, oui, le serpent. Vous n'avez pas assisté aux 3 derniers cours. Les 3 derniers cours, vous n'étiez pas là. Quand on dit les dépenses des uns, ça constitue le revenu des autres. Oui, le circuit. Ça renvoie au circuit. Ça renvoie au circuit. Donc voilà, si vous voulez, l'idée de Jean-Baptiste C. Il peut y avoir des petites crises momentanées qui ne durent pas longtemps, mais le libre fonctionnement du marché et la loi de l'offre et de la demande permettent de rétablir les équilibres. Mais la loi des débouchés, elle n'est pas construite, fondée sur la loi de l'offre et de la demande. Et elle est construite sur l'idée du circuit, bien que ce n'est pas dit explicitement. C'est-à-dire qu'un promoteur commence à décider de construire une dizaine d'appartements, un immeuble. Il sort de l'argent. Cet argent permet, c'est du revenu pour beaucoup d'autres, pour des menuisiers, des maçons, des salariés, des vendeurs de toutes sortes qui gagnent cet argent, qui est un revenu pour eux. Ils vont le dépenser. Ça va circuler dans l'économie. Il finira par permettre d'acheter des maisons. Retenez bien que cette explication, elle est fondée sur une condition. La condition que comme dit Jean-Baptiste C, la condition que la monnaie ne soit qu'un véhicule des échanges, c'est son expression. Il ne sert à rien d'autre, elle ne sert à rien d'autre que de faciliter les échanges. Elle ne sert ni à l'épargne, ni à la thésaurisation. Surtout la thésaurisation, parce que l'épargne, ça finit par circuler. Mais c'est la thésaurisation.
Maintenant, je vais passer à l'explication de la TQM. La TQM. La théorie quantitative de la monnaie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si on augmente la quantité de monnaie, le niveau général des prix augmente de la même proportion, exactement de la même. Ceci s'exprime en par une expression algébrique qui est que qui s'exprime donc de la façon suivante. Alors, ce que je vais faire là, pour cette, je ne veux pas quitter le micro. Regardez bien. Je ne vais pas développer plus que ça la loi de Jean-Baptiste. Mais je vais rentrer dans un peu les détails de la théorie quantitative de la monnaie. Faites bien attention, rentrer dans les détails de cette loi, de cette théorie quantitative de la monnaie, va vous faire entrer pour la première fois dans l'utilisation de l'algèbre et des mathématiques en économie. Donc, pour ceux qui n'aiment pas ça, bouchez-vous le nez, n'est-ce pas Léa? Bouche-toi le nez et j'essaierai de m'avalera la pilule. D'accord? Et ça va vous faire un exercice de comment les économistes compliquent les choses avec les mathématiques. En fait, c'est les mathématiques de aura des pâquerettes, ce que je vais faire. Rassure-toi. Aura des pâquerettes. Donc, il faut toujours dire les choses en français avant d'en faire une expression mathématique. En français, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi, ou cette théorie quantitative de la monnaie? Elle dit que toute augmentation de la quantité de monnaie se traduit par une augmentation exactement proportionnelle des prix.
J'ai expliqué à vos camarades que ça, c'est un fait stylisé, c'est-à-dire un fait historique qu'on a remarqué dans le passé à plusieurs reprises. On appelle ça un fait stylisé. Les philosophes qui l'ont découvert, le premier, les historiens, sont les deux professions qui ont beaucoup développé, étudié et documenté cette idée. Et une des premières illustrations, c'est les conséquences néfastes de l'afflux d'or du Nouveau Monde qui est arrivé en Espagne après la découverte des Amériques. Il y a eu un afflux de métaux précieux qui a été, bien sûr, il a enrichi l'Espagne, mais en même temps, il a détruit son économie parce qu'il a eu comme conséquence une forte inflation. À plusieurs reprises, chaque fois qu'il y avait un afflux d'or, il y avait une forte inflation. Et quand il y a une forte inflation, l'argent dans un pays va acheter des produits dans les autres pays où il n'y a pas d'inflation parce que l'argent, il a plus de valeur. Et donc, l'économie espagnole s'est effondrée à cause de ça. Donc, les historiens connaissent ça. Qu'est-ce qu'ils vont rajouter les économistes? Ils vont trouver un lien, ils vont essayer d'exprimer un lien entre la quantité de monnaie et le niveau général des prix. D'accord? Ils vont essayer de trouver un lien entre les deux. Un lien entre les deux. Comment se fait le lien entre les deux? Comment se fait que lorsqu'on augmente la quantité de monnaie, il y a immédiatement de l'inflation et en même temps dans les mêmes proportions? Ça veut dire que si on double la quantité de monnaie, on double les prix. Et les prix, ce n'est pas les prix, c'est le niveau général des prix. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'indice de l'inflation. D'accord? L'idée qu'ils ont trouvée, les économistes, pour mathématiser cette expression simple en français, c'est de dire que, alors, je vais l'expliquer d'une manière encore pas immédiatement mathématique. Alors, soyez attentifs là. Suivez bien. Vous savez très bien que les échanges dans une économie, les productions, les ventes, les achats, les offres et les demandes, c'est des flux ou des stocks? Des flux. Très bien. La monnaie, c'est un flux ou un stock? Plus fort? C'est un stock. D'accord? Regardez bien. Maintenant, on part du principe que dans une économie donnée, il y a à un moment donné un stock de monnaie. Donc, le stock est défini dans un instant du temps, n'est-ce pas? C'est un stock. Mais on va considérer qu'en pendant une année, par exemple, la quantité de monnaie ou le stock de monnaie, il est invariable. D'accord? Vous suivez jusque-là? Ce stock de monnaie invariable
pendant cette année, l'économie doit se débrouiller avec ça. D'accord? L'économie doit se débrouiller avec ça. C'est-à-dire que les gens s'échangent les biens, les services, les heures de travail, n'est-ce pas? Se prêtent, remboursent, achètent, vendent, en faisant circuler cette stock de monnaie. D'accord? Ce n'est pas un stock inerte, c'est un stock qui est des mots avec des mots, qui circule. Donc, n'oubliez pas une chose. Des fois, je sors du sujet pour aller souligner des mots que vous devez retenir. La monnaie est un stock qui circule. S'il ne circule pas, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas de monnaie. C'est comme si il y avait... Oui? Plus fort? Pendant ces... Je n'ai pas dit 7 ans. J'ai dit 7 ans. J'ai dit pendant une année, il y a un stock de monnaie. Pendant une année, bon, c'est pas grave, s'il y a 7 ans, ça ne me dérange pas. Pendant un laps de temps, une année par exemple, il y a un stock de monnaie qui permet à l'économie de travailler. D'accord? Vous savez que c'est la réalité, ça. Une banque centrale d'un pays contrôle la quantité de monnaie dans un pays. Cette quantité de monnaie qui circule, qui permet d'acheter, vendre, investir, etc., eh bien, cette quantité de monnaie circule. D'accord? Et elle permet de créer un certain niveau de richesse ou de PIB. On est d'accord? Très bien. Il est là, le stock. C'est ce qui est écrit à gauche là-bas. M. La quantité de monnaie M. C'est ça le stock. D'accord? C'est un stock. Imaginez que cette économie est dynamique et qu'il y a une raréfaction, une baisse de la quantité de monnaie. Qu'est-ce qui va arriver d'après vous? Qu'est-ce qui va arriver? C'est pas grave, c'est une question piège, mais c'est pas grave. Si vous tombez dedans, c'est pas grave. Oui? Parle plus fort. Enlève ton masque pour écouter les bêtises que tu dis. Parce que je n'ai pas entendu, très sérieusement. Ça veut dire que les prix vont baisser. Et la valeur de la monnaie va augmenter. Et les prix relatifs dans la sphère réelle ne changeront pas. D'accord? C'est tout à fait ça. C'est juste. Enlève ton masque toujours, puisque tu ne dis pas des bêtises. Tu ne dis pas que des bêtises. Bon. Imaginons maintenant que cette économie est dynamique. Ça veut dire qu'il y a de la création de richesse, les gens ont envie de travailler, ils ont de l'espoir, ils investissent, ils produisent, etc., ils embauchent. Il n'y a pas d'augmentation de quantité de monnaie. Qu'est-ce qui va se passer? Oui? Qu'est-ce qui ne va pas suivre la croissance? C'est sûr qu'il y a insuffisance de la monnaie. Mais il va y avoir un autre phénomène qui va accompagner, puisque j'ai dit que l'économie est dynamique.
si l'économie est dynamique? Il va se passer quelque chose. Puisque la monnaie est un stock qui, donc, si l'économie est dynamique, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont faire circuler beaucoup plus vite la monnaie. Vous suivez ou pas? Non? Oui ou non? Je n'entends pas. Ça veut dire que les gens, ils ont besoin de plus de monnaie parce qu'il y a plus d'activité. Il n'y a pas plus de monnaie. Qu'est-ce qui arrive? Ils vont faire circuler plus vite la monnaie. La monnaie va être utilisée pendant un laps de temps donné beaucoup plus de fois et va changer de main beaucoup plus de fois pour la même quantité de monnaie. Donc, qu'est-ce qui a changé ici? Très bien. Donc, la monnaie est un stock qui circule à une vitesse donnée. Ça ne suffit pas de dire qu'on a 10 milliards de monnaie dans une économie pendant un instant donné ou un laps de temps donné. Il faut dire quantité de monnaie pour une vitesse de sa circulation et de son utilisation par les gens. Pour une vitesse plus faible, c'est comme s'il y avait moins de monnaie. Une vitesse plus forte, c'est comme s'il y avait plus de monnaie. Maintenant, une autre supposition. Imaginez que vous ayez une économie dans laquelle, pour chaque transaction ou opération, la monnaie qu'on utilise, on ne la réutilise pas une deuxième fois. Chaque unité monétaire ne sert qu'une seule transaction. Donc, la vitesse de monnaie est égale à... Je n'ai pas compris. Non, non. La vitesse serait la plus réduite possible, la plus faible possible. Et donc, combien il nous faudra de monnaie pour cette économie pour qu'elle tourne normalement? Si la vitesse est trop faible comme ça. Il faudrait plus ou moins de monnaie? Et combien? Je répète ma question. Imaginons que la circulation de la monnaie fait que, état imaginaire, qu'une unité monétaire ne sert qu'une seule transaction. Quand elle change de main, elle va tout de suite à la déchetterie ou à la banque. Il faut, pour chaque transaction, une unité de monnaie. Donc, il faut autant de monnaie que de transactions. Et donc, combien faudra-t-il de quantité de monnaie dans cette économie pour qu'elle réalise un certain niveau d'activité? Oui? Non. Oui? Ben, ce sera deux façons de le dire. Autant qu'il y a de transactions ou autant que la valeur totale des transactions, qui revient à peu près la même chose, ou autant que le PIB. D'accord? Autant que le PIB.
Ça veut dire que normalement, la monnaie, la quantité de monnaie fois sa vitesse, vous devez trouver ou le total des transactions ou encore le PIB. L'idée est très simple. Regardez bien. Un pays qui fait circuler plus vite la monnaie pour le même PIB qu'un autre pays, a-t-il besoin de plus ou de moins de monnaie? Je répète ma question. Hein? Qui répond? Un pays qui fait circuler plus vite la monnaie. C'est-à-dire, la monnaie sert beaucoup plus de transactions, la même unité. Il a besoin de plus ou moins de monnaie pour la même quantité de richesse créée? Il a besoin de beaucoup moins. Là, c'est une chose que vous n'avez pas vue certainement, puisque vous n'avez pas fait de physique. Regardez bien. Regardez bien. Un stock fois une vitesse. Ce sont deux unités différentes, n'est-ce pas? Le stock se mesure à un instant. La vitesse se mesure en distance par période de temps. Ça, le produit des deux donne un flux. Si ça ne vous dit rien, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que la quantité de monnaie fois la vitesse moyenne de circulation de la monnaie est égale au PIB. Est égale au PIB. Ça veut dire, regardez bien, jeune homme, quand tu m'as dit infini, je vais juste te dire pourquoi ce n'est pas ça. Si vous avez une unité de monnaie ne sert qu'une seule fois pour les échanges, V est égal presque 1, une seule fois. La quantité de monnaie qui est là doit être égale à toutes les transactions, comme a dit ton camarade, ou à tout le PIB. Si une pièce de monnaie ou une unité ou un chèque ne sert qu'une fois, il faut autant de monnaie que de PIB. Est-ce que vous arrivez à l'imaginer ça? Non? Si vous arrivez à l'imaginer, vous comprenez maintenant que la théorie quantitative de la monnaie s'écrit MV égale P fois Y. P, c'est le niveau général des prix. Vous pouvez l'écrire comme ça. Ouais. Et Y, c'est le PIB réel, exprimé en réel. Et MV, c'est une quantité qui a la même unité que ça. C'est des millions d'euros, par exemple. Et là, c'est des millions d'euros, pareil. Et cette écriture-là s'appelle la théorie quantitative de la monnaie.
Ça qui s'appelle la théorie quantitative de la monnaie, dans laquelle M, c'est la masse monétaire dans le pays. V, c'est un paramètre qui décrit les habitudes de faire circuler la monnaie dans ce pays. La vitesse, elle est grande, moyenne, petite dans ce pays. Ça donne combien il faut de quantité de monnaie pour permettre de réaliser un PIB donné dans cette économie avec un prix, niveau général des prix, donné. C'est ça la vitesse, c'est ça l'équation de la théorie quantitative de la monnaie écrite algébriquement. Dans certains livres, vous trouverez écrite plus simplement comme ça. Toujours, ça, c'est le niveau général des prix. Ça, c'est PIB réel et non pas nominal. Et ça, c'est la masse monétaire et ça, c'est la vitesse. Donc, cette expression-là, c'est la formulation algébrique de la TQM que j'ai dite en français. Ça veut dire que même si vous n'aimez pas l'algèbre et tout ça, si on la rencontre dans un modèle, sachez juste ce que j'ai dit en français. Ne la vomissez pas. Jusque-là, voilà. Alors, cette équation, elle dit que, regardez bien ce qu'elle dit. Je vais m'approcher du micro pour que tout le monde retienne. Écrite comme ça ou comme ça, c'est pareil, mais dans mes notations, moi, j'utilise ça. Pourquoi? Parce que je réserve le grand P pour le niveau général des prix monétaires. Et petit p pour le niveau général des prix réels. Petit y, c'est le niveau de PIB réel. Grand y, c'est le PIB nominal. Donc ça, pour moi, c'est un PIB nominal, mais ils le mettent en termes réels dans certains livres. S'il est déjà nominal, il ne faut plus le multiplier par les prix. Parce que le nominal, c'est le prix fois quantité. Je reviens ici pour insister sur quelque chose. Regardez bien. Je vais noter comme ça. MV égale P fois Y. L'essentiel, ce n'est pas les maths, c'est de retenir qu'est-ce qu'elle dit, cette loi. Qu'est-ce qu'elle dit, cette TQM. Regardez ce qu'elle dit. Regardez ce qu'elle dit. Regardez ce qu'elle dit. Parce que je ne l'ai pas dit encore. Regardez ce qu'elle dit. C'est important pour le modèle. Ce qu'elle dit, c'est que vous verrez dans une autre vidéo que petit v étant un paramètre, il est donc supposé être stable. Il ne change pas du jour au lendemain. Il ne change pas dans le court terme. Ça veut dire que les habitudes de faire circuler la monnaie, ça dépend de quoi, d'après vous? Pour voir que c'est vraiment quelque chose qui ne change pas du jour au lendemain, qui prend du temps. Elle est stable, généralement. C'est des habitudes sociales. Comment tu payes au restaurant? Par quoi tu payes quand tu vas remplir l'essence? Comment tu donnes le salaire aux gens? C'est ça qui donne des habitudes de circulation de la monnaie qui sont assez stables dans le temps. Combien de fois tu vas retirer de l'argent à la banque, n'est-ce pas?
Vous allez voir des pays où ça paraît normal socialement de sortir des liasses comme ça dans le marché et commencer à tirer. Hein? Ça paraît normal pour certains pays. Donc, il y a des habitudes qui sont assez stables. Donc, c'est un paramètre assez stable. Cette loi nous dit que si vous avez un niveau de PIB réel qui est donné, qu'est-ce que ça veut dire donné? Ça veut dire qu'il est... Cette loi-là, elle est de quelle sphère, s'il vous plaît? Elle joue dans quelle sphère, cette loi? Plus fort? Hein? Non, j'ai dit qu'il y a deux sphères. Et très bien. Elle joue dans la sphère monétaire. D'accord? Ça, c'est les habitudes sociales. Habitus. OK? Ça, qui le décide? C'est exogène. Ça veut dire quoi, exogène? Défini de l'extérieur. L'argent est venu de l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, qui est-ce qui le fixe? La Banque centrale. Ah, bien sûr, puisqu'on est en Europe. Dans un autre pays, c'est la Banque centrale. Donc, c'est exogène. Ça, c'est fixé. Et ça, d'où est-ce qu'il vient? D'abord, c'est un terme monétaire ou réel, ça? Il est là. C'est écrit devant vous. C'est le PIB réel. Et s'il est le PIB réel, il est déterminé où? Où? De quoi? Hein? De? Mais je te parle toujours en deux sphères, ma mère. C'est quelle sphère qui détermine Y? C'est la deuxième fois que tu nous chantes une chanson pour... C'est déterminé où? Dans quelle sphère, ça? Dans la sphère réelle. Généralement, on le note surmonté d'une barre. Pour dire quoi? Pour dire qu'il n'est pas déterminé dans cette sphère-là. Il est déterminé par ailleurs, dans la sphère réelle. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, la loi TQM? Elle dit que si la sphère réelle s'est équilibrée à un certain niveau de PIB réel, et si tu connais la quantité de monnaie dans ce pays, ça te permet de faire quoi? Plus fort? Ah, je repose ma question. Je repose ma question. Bon, allez, permettez-moi les change des notations. Ça, c'est PIB réel. Tout à l'heure, je l'ai noté en Y, petit y, n'est-ce pas? C'est juste pour ne pas m'embêter avec ça. Ça, c'est le niveau général des prix dans un pays. Niveau d'inflation. D'accord? Ce n'est pas le prix d'une chose, hein? Le niveau général. D'accord? Très bien. Ça, c'est un paramètre connu et stable. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi, cette théorie quantitative de la monnaie? Elle dit que si, elle dit une chose, ça, pour cette relation-là, ça, c'est exogène. Exogène, ça veut dire qu'il est déterminé pas dans cette sphère, dans la sphère réelle. Dans la sphère réelle, ce Y bar, il est endogène. Dans la sphère réelle, il est endogène. Il ne tombe pas du ciel. Il est connu dans la sphère réelle par les transactions, par le travail, par les offres et les demandes.
Ça, c'est exogène. Pourquoi? Parce qu'il est déterminé par une autorité monétaire. D'accord? Ça, c'est social, fixe, stable. Les habitudes d'utilisation de la monnaie. Donc, cette loi dit, regardez bien, c'est ça qu'il faut retenir. Cette théorie quantitative de la monnaie dit que si une économie a ou s'est équilibrée ou a équilibré son PIB réel à un certain niveau et que les autorités monétaires ont injecté un stock de monnaie donné. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est ça ma question. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'il y a alors? La question que je pose quand je dis alors, ça veut dire que qu'est-ce que cette relation permet de déterminer? Ça étant connu, ça connu, ça connu, qu'est-ce qu'elle permet de déterminer? Tout bêtement. On peut enfin connaître à quoi est égal le niveau général des prix du pays. Donc, cette théorie quantitative, elle sert à ça. Elle sert à te dire si on connaît le niveau de PIB réel de l'économie et on connaît ce que la Banque centrale a décidé d'injecter comme monnaie, automatiquement, vous avez connaissance du niveau général des prix de ce pays. Condition que V reste stable. Donc, c'est une théorie du niveau général des prix. Pourquoi c'est important ça? C'est important parce que quand tu connais le niveau général des prix, ça permet de connaître tous les prix. Comment ça? Tous les prix. Comment? Parce qu'on a connu les prix relatifs de tous les biens dans la sphère réelle, non? Par le fonctionnement de la loi de Jean-Baptiste C dans la sphère réelle, non? Après, si tu sais qu'une table vaut 4 chaises, et après tu as le niveau général des prix en termes monétaires, là tu connais tous les autres prix en termes monétaires. Tu pourras connaître, si la table vaut $400, ben, la chaise vaudra $100. Si le rapport est entre les deux, c'est important. Donc, avec ça, on connaît toute l'économie. Ça, c'est... Alice au pays et l'économie des néoclassiques. Pourquoi tu rigoles? C'est ça, non? C'est une merveille. C'est une merveille. Voilà comment les néoclassiques expliquent l'économie, comment elle fonctionne. Un, il n'y a pas de crise. S'il y a des crises, ça va longtemps. Et comme dans l'économie, le plus important, c'est de déterminer le niveau de richesse et le niveau des prix. On les a tous les deux. L'un est déterminé dans la sphère réelle par la loi de Jean-Baptiste. C'est. On va faire venir JB, ça me rappelle quelque chose. Et vous avez, vous avez, ça y est, il est attentif. Et donc, ça te permet de déterminer le niveau général des prix, ça te permet de déterminer le PIB, ça te permet de déterminer le niveau d'emploi, le niveau de chômage, tout ça. D'accord?
Bon, c'est fait de telle manière de vous dégoûter des diacréties. Je l'avoue. Chacun fait avec ses étudiants ce qu'il veut. Non? Tu me crois ou tu me crois? Donc voilà. Pourquoi je m'étais éloigné du micro? Voilà comment fonctionne le modèle néoclassique. Il détermine Y dans la sphère réelle et il détermine P, niveau général des prix, dans la sphère monétaire, étant donné la quantité de monnaie et la vitesse de sa circulation qui sont données. Alors après, vous avez des présentations plus ou moins alambiquées de cette loi. Regardez. Si vous mettez P d'un côté et Y de l'autre. Si vous mettez P et Y, sur les axes, je vais bien. Peut-être que c'est des choses, certains d'entre vous ont horreur des mathématiques, du lycée. Je vous comprends. Si ça vous embête, bouchez-vous les oreilles et le nez. C'est pas grave. Mais vous avez fait de l'analyse au lycée. C'est quoi l'analyse? C'est vous avez une fonction tracée là. Ça? Voilà. Vous ne pouvez pas remuer des couteaux dans les faits. Mais c'est un peu ça. Donc, je ne peux pas raconter des histoires là-dessus. Donc, généralement, quand vous avez une... Comment ça peut se dessiner d'après vous, le graphe de cette fonction? Et si vous avez du mal, essayez de vous rappeler s'il n'y a pas une fonction qui vous ressemble au lycée. Non, mais ne cherche pas la chose qui t'a le plus embêté au lycée. Ne cherche pas la plus compliquée de toutes. Ça, c'est donné, non? Vous êtes d'accord? Ça, c'est aussi donné, non? Très bien. Donc, tout ça, c'est une constante. Donc, quand vous avez deux variables, x et y, égale à une constante, comment ça se dessine, ça? Si vous ne l'avez pas fait, vous me le dites. C'est une hyperbole, ça se dessine comme ça. X, y égale constante. Ça va, Léa? Voilà comment une des représentations de la théorie quantitative de la monnaie. Une de ces représentations. Que représente cette courbe-là? Elle représente, si vous voulez, elle représente la quantité de monnaie
on va regardez ce que ça veut dire. Un dernier mot. On va retrouver l'idée de tout à l'heure. Ça représente la quantité de monnaie, M fois B, qui est la constante, qui est là. D'accord? Ça, c'est le niveau du PIB qui est déterminé dans la sphère réelle. OK? Ça veut dire que si vous augmentez la quantité de monnaie, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une seule chose, c'est qu'on passe de ce prix-là à ce prix-là. C'est tout ce que ça veut dire. OK, j'en termine là. OK, vous avez compris ça? Pour le moment, ce n'est que présenter les modèles néoclassiques en français. Après, je vous montrerai les équations telles qu'ils sont données. Ça va vous paraître, ça va vous faire des cauchemars, mais ce n'est pas grave. On ne restera pas longtemps dessus. OK? Voilà.